Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Dans ce grand angle, et mon partenaire du jour du mercredi, vous le savez tous, c'est Jean-Louis Tremblay. C'est très bien. On a bien répondu Clémence. à la question. Quel accueil. Journaliste au Figaro. Vous allez bien? Figaro Magazine, pardon. Magazine, vous allez bien, exact. Jean-Louis Tremblay? Ça va très bien, merci. Et on se tourne tous les deux ensemble vers Éric Verhaeghe. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Éric Verhaeghe. Bonjour Clémence, c'est un plaisir de vous voir. Ah bah, nous aussi, surtout que vraiment, on s'inquiétait pour vous. Alors, c'est gentil. on va revenir sur cette actualité, C'est mais je gentil. rappelle à tous qui vous êtes. Vous êtes le fondateur du Courrier des stratèges, journaliste, conférencier. Vous avez également fondé cette association, Restez libre. Et vous êtes aujourd'hui auteur de 2 livres, en fait, qu'on va présenter. Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste, aux éditions Culture et Racines. Et un livret, Notre douleur n'effacera pas leur faute, chez Culture et Racines également. Éric Verhaeghe, on va parler de ces 2 livres, mais avant tout, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire, sur cette garde à vue qui a inquiété beaucoup, je le sais, d'auditeurs qui d'ailleurs nous ont interpellés, nous, à l'antenne, pour savoir ce qui se passait pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez bonne mine et vous êtes aujourd'hui en face de nous. Oui, j'ai bonne mine. Sans menottes. Sans menace. Non, mais vous vous doutez, j'ai face à moi une armée j'ai le gouvernement profond face à moi, donc vous vous doutez que je ne vais pas m'exprimer sur le fond de cette affaire qui est une affaire de corne-cul et qui fera pchit, qui est une affaire d'appel à la haine qui ne tient pas. Mais je fais partie des gens qui ont été mis en garde à vue pendant 24 heures pour Quand même, 24 heures, c'est pas rien. Hein. pour un appel à la haine. Mm. Et il se trouve qu'effectivement, ma garde à vue suit l'apparition de 2 articles que j'ai consacrés à l'affaire Brigitte, dans laquelle je ne suis pas rentré pour une raison simple, c'est que d'abord, je n'y comprends rien. Mais où je dis, si Brigitte est diffamée, l'affaire Brigitte, tout le monde le sait, c'est l'affaire qui a été évoquée elle par ne faits et répond pas documents. en justice de façon... Et j'ai juste dit, mais pourquoi, alors que la télévision russe évoque ce sujet, pourquoi, alors que le FBI a diffusé dans la presse française, même le Figaro l'a reprise, qui est signe que la presse mainstream, comme on dit, que j'appelle le cartel de la presse subventionnée, en parle librement. Le FBI a fait circuler l'information qu'il avait saisi chez Donald Trump un dossier President of France. qui ne concernait finalement pas le président, mais sa femme. Alors, d'après certains la écrits. télévision russe soutient que ce dossier ne concerne pas le président, mais sa femme. Donc moi, j'en sais rien. Je dis juste qu'aujourd'hui, il y a une présomption que cette affaire pose un problème de sécurité nationale. C'est-à-dire que lorsque dans les relations diplomatiques, au moment d'un conflit entre les USA et la Russie, on évoque des affaires liées au président de la République, il me paraît indispensable que le président de la République clarifie la situation. Et je constate qu'aujourd'hui, Brigitte Macron n'a pas porté plainte en diffamation contre ceux qui font courir à la rumeur qu'elle ne serait pas vraiment Brigitte Macron. Moi, je n'en sais rien, je ne prends pas parti. Je dis juste qu'il est indispensable pour la sécurité nationale de ce pays que le président de la République clarifie ses positions. Et on reviendra peut-être sur les sujets d'actualité que je traite clairement dans le Courrier des stratèges. C'est qu'on voit bien que la stratégie française, notamment en matière énergétique, elle est aujourd'hui très influencée par des pressions américaines. Donc on peut se demander si les Français ne vont pas voir le prix de leurs factures d'électricité et de gaz exploser parce que les Américains ont des moyens de pression sur la France. Donc je constate que c'est après ces deux articles que le parquet d'Amiens, comme Après, par vous aviez hasard... parlé aussi chez nous récemment, et certains se sont posé cette question, du rôle des services gouvernementaux dans la désinformation. Et effectivement, Ça fait beaucoup, je dans consacre, votre dossier. je publie les documents internes des services secrets sur leur stratégie de contre-influence sur les réseaux sociaux. On a fait, je crois, une excellente interview avec Éric Denessé, où Éric Denessé, que les auditeurs connaissent, soutient que la propagande occidentale est aujourd'hui très en avance et supérieure à la propagande russe sur les réseaux sociaux. Ce que je crois, et je publie des documents qui expliquent les stratégies de trolling, par exemple. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux savent qu'on est trollé. Moi, je sais que l'affaire qu'on essaye de me coller servira à me troller durablement pour me discréditer. Ça fait partie des techniques habituelles des services. Donc, c'est vrai que j'en parle, mais je crois, si vous... Alors,
je vous fais une confidence. Quand j'ai écrit... On le dira à personne. Quand j'ai publié ces articles ce week-end... Vous y avez pensé? J'ai dit à ma femme, tu sais ce que je risque. Et donc, depuis plusieurs mois, j'ai une boucle WhatsApp. Vous voyez, je dis tout, même au service, ils vont pouvoir aller voir qui est sur cette boucle. J'ai une boucle WhatsApp appelée en cas de garde à vue. Et donc, j'ai... depuis plusieurs mois, ma famille, j'ai expliqué à ma fille comment ça se passerait, ce qui se passerait une fois que je ne serais pas là, qu'elle ne s'inquiète pas. Vous étiez très, très préparé. Et j'ai évidemment, mon avocate pénaliste était Maud Marian, qui est excellente, était prévenue. Et l'équipe, si vous voulez, qui m'entoure, était prévenue et chacun savait ce qu'il avait à faire. Je salue au passage le rôle extrêmement important de la secrétaire de l'association Restez Libre. Je ne donnerai que son pseudonyme Budleya, qui a fait le travail. Donc, le scénario de la garde à vue était préparé de longue date parce qu'on sait que lorsque on n'est pas protégé par le titre du cartel des médias subventionnés et qu'on est aujourd'hui dans la presse indépendante, on sait qu'on est dans la même position que le VTC face aux chauffeurs de taxi, c'est-à-dire sans protection. Et donc, on sait qu'on risque des manœuvres d'intimidation, de pression, surtout lorsqu'on aborde des sujets fragiles. Donc, moi, j'étais préparé. Et psychiquement, j'étais préparé à la garde à vue. Je pense que c'était un mauvais moment, plus pour les policiers que pour moi. C'est pas agréable la garde à vue, soyons clairs. Oui, parce que c'est ce que vous avez envoyé en effet une petite vidéo de communication. Vous voulez pas nous en dire un petit peu plus? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez pu leur faire à ces policiers? Vous avez chanté toute la nuit. Vous avez demandé. Non, je n'ai pas. Vous connaissez vos droits, donc vous avez réclamé votre droit à un avocat, votre droit à un sandwich. Je connaissais mes droits et par ailleurs, je connais un peu la procédure, puisqu'en plus, dans mon passé, j'ai fait du droit disciplinaire dans la fonction publique. Trois, on y viendra peut-être, mais vous savez, psychiquement, je suis armé. C'est-à-dire que ce qui est le plus dur en garde à vue, c'est d'avoir quelque chose à se dire à soi-même lorsqu'on est seul entre quatre murs. Et moi, je fais partie de cette génération où vous avez beaucoup de choses à vous dire. Spirituellement, on est suffisamment plein pour ne pas être déstabilisé par... Surtout prêt. D'ailleurs, c'est ce que font les militaires, disons-le. Ils se préparent... Je suis moins préparé qu'un militaire, mais je n'ai pas été abattu par les techniques habituelles de manipulation que les policiers rodés utilisent pour faire plier pour fatiguer, etc. Pour avoir des aveux. Alors c'est vrai que moi j'ai été réveillé toutes les heures, c'est-à-dire que les policiers m'ont empêché de dormir. Mais dans cette affaire, ce n'est pas très grave. Tout ça est anecdotique, si vous voulez. Et je ne voudrais pas qu'on monte cette affaire en épingle parce que sur le fond, l'essentiel n'est absolument pas là. Mais je voudrais remercier tous ceux. J'ai reçu des milliers de messages de soutien. Je vois que ça continue à tourner sur les réseaux sociaux. Je vous remercie tous. Mais je voudrais le redire. D'abord, moi, je suis un privilégié. Je viens de vous le dire. Je suis préparé à un certain nombre d'exercices. Je fais le choix de faire de la presse contestataire. Donc, j'assume. Je connais les méthodes du pouvoir. Je vais vous dire, si j'ai eu une angoisse en garde à vue, si j'ai aujourd'hui une angoisse, en tout cas s'il y a un scénario que je ne souhaite pas voir se réaliser, c'est celui qu'on voit se multiplier en ce moment, c'est les gens qui tombent de la fenêtre. Oui. Alors, et vous ne tomberez jamais de la fenêtre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vais m'exprimer clairement sur le sujet. Tout le monde sait que mon père, il est mort en tombant d'un toit. Tout le monde sait que mon fils s'est suicidé de cette façon. Et je sais, si vous voulez, qu'il y aura la tentation. Je crains cette tentation de dire on va faire passer ça pour une longue histoire de passé familial. Donc je tiens à dire clairement que je ne suis absolument pas suicidaire. Que les tentations suicidaires, ça saute des générations, si vous voulez. Donc je ne suis pas dans ce cas-là et jamais je ne me suiciderai en tombant dans le vide. Voilà. Simplement... Donc si ça vous arrive, que vous n'êtes pas tombé par accident, voilà ce que vous voulez je tiens à dire clairement que si un jour on essaye de faire croire que je suis suicidaire, c'est de la manipulation pure. Voilà. D'accord. Les choses sont claires. Merci Éric Verhaeghe d'avoir exprimé les choses aujourd'hui avec nous. Alors maintenant, depuis tout à l'heure, vous nous dites « j'étais prêt, je suis prêt ». Pourquoi vous étiez prêt? Notamment parce que vous préparez. Vous préparez avec le courrier des stratèges, évidemment, puisque vous savez ce qui se passe et vous l'analysez très bien. Et puis avec votre association. Et d'ailleurs, au travers du courrier des stratèges, très longtemps, vous avez développé une rubrique qui s'appelle Sécession.
désormais, vous en avez travaillé pour en faire un livre augmenté qui s'appelle La Sécession, celui qu'on présente aujourd'hui. Et puis ce livre, Un autre douleur n'effacera pas leur faute, on va y revenir après. Donc cette sécession, vous vous y préparez, vous, depuis longtemps, et vous nous aidez à nous y préparer, en fait. Et c'est tout le thème de ce livre. Alors d'abord, je voudrais, avant qu'on rentre dans les éléments pratiques, qu'on revienne sur l'introduction, c'est-à-dire pourquoi faire sécession ? Pourquoi aujourd'hui vous considérez que c'est nécessaire de faire sécession ? Je pense qu'après votre garde à vue, les choses sont plus que jamais claires. Et puis surtout avec tout ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui, on le voit, les appels à très vite rentrer dans la contrainte énergétique, mais pas que, sanitaire, etc. Donc aujourd'hui, les choses se révèlent. Vous aviez raison bien avant l'heure fatidique, on va dire. Et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait que vous avez pu vous préparer et nous préparer ce livre. Mais donc, expliquez-nous malgré tout ce qui vous a, vous, mis la puce à l'oreille et pourquoi vous avez commencé à travailler sur ce sujet depuis si longtemps. Alors, c'est évidemment indissociable de l'épisode Covid. Et ce livre est très généré, si j'ose dire, par l'épisode Covid et par l'affaire du pass sanitaire et du pass vaccinal qui ont été pour beaucoup des révélateurs. C'est-à-dire que ceux qui ont manifesté des doutes, quelle que soit leur position vis-à-vis des vaccins habituels, ceux qui ont manifesté des doutes sur le vaccin Pfizer, dont on voit quand même qu'aujourd'hui, il est difficile de nier qu'il pose des problèmes de santé publique, tous ceux qui ont manifesté des doutes ont vu qu'ils étaient progressivement pris dans une espèce d'étau, et d'abord d'étau de propagande, c'est-à-dire que la très grande réussite de ce que j'appelle la caste dans la vente du vaccin, et sa très grande réussite dans la vente des pénuries énergétiques, c'est qui sont de mon point de vue organisées, choisies. Leur grande réussite est d'avoir suscité une adhésion majoritaire dans la société par la peur, par un certain nombre de techniques de manipulation mentale que j'évoquerai dans le livre suivant qui s'appellera Agenda du chaos. Mais face à cette stratégie, face à ces manipulations qui sont tirées des expériences de psychologie sociale, qu'est-ce que nous avons à faire ? Alors c'est la question habituelle. Est-ce que nous souhaitons une action par les urnes ? Et on a vu avec l'élection présidentielle que le jeu électoral, d'une certaine façon, il est bridé. Beaucoup de Français sont restés frustrés face aux élections présidentielles parce qu'il y a eu un débat tronqué et parce qu'au fond, le scénario qui s'est présenté, de toute façon, n'appelait pas d'alternance possible. Donc le jeu électoral, il est disqualifié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut changer la société, on ne peut plus s'appuyer sur les institutions de la Ve République. Mais il y a plein de gens qui, comme moi, ne souhaitent pas une révolution parce qu'ils n'aiment pas la violence, d'abord. Ils n'aiment pas la haine que génère toujours une révolution. Et par ailleurs, ils ne sont pas forcément d'une sensibilité socialiste. C'est-à-dire que moi, tous les gens que je connais que vous se êtes disent, libertarien. moi je suis un libertarien, et je pense que beaucoup de Français ont compris que lorsque l'État disait on est là peut-être pour... ce que ça veut dire libertarien, ce qu'on le dit tous les jours. Alors, mais les libertariens, c'est les gens qui défendent l'ordre spontané de la société contre l'ordre vertical de la caste. Et donc, ils veulent le minimum d'influence possible de la caste sur leur vie quotidienne. Je le fais de façon... On pourra refaire parce qu'on pourrait dire le minimum de l'État. Le minimum de l'État. Et donc, je pense que beaucoup de Français ont compris avec l'épisode Covid que lorsque l'État disait « nous sommes là pour vous protéger », il voulait en réalité dire « nous sommes là pour vous dominer ». Et qu'au fond, la domination, ça existe, mais si on veut la combattre, on ne la supprimera jamais. C'est comme les maladies, on ne les supprimera pas. En revanche, on peut les neutraliser. Et si on veut neutraliser la domination de la caste aujourd'hui, il ne faut pas développer l'État. Je vais revenir sur ma garde à vue. Ce qui est très gênant aujourd'hui, c'est que moi, je suis travailleur indépendant. Et donc, l'État ne peut pas faire pression sur mon employeur pour lui dire « je ne suis pas fonctionnaire ». Enfin, j'ai quitté la fonction publique. Oui. Je ne suis pas salarié. Et donc, je ne suis pas sous le coup d'une pression d'un patron capable de me dire « si tu continues, tu vas perdre ton emploi ». Vous avez été un patron, d'ailleurs. Je suis patron aujourd'hui. J'ai des salariés, etc. Donc, on voit bien que pour l'État, le travail indépendant, c'est un empêcheur de tourner en rond et que la forme la plus facile à dominer, c'est le salariat. Et beaucoup de Français ont compris que lorsque la France insoumise écrit dans son programme « le salariat doit devenir la forme normale de travail », c'est aussi une façon de dire « la domination de l'État doit
devenir la forme normale d'exercice du pouvoir. Donc là-dessus, si vous voulez, je crois que beaucoup de gens se disent « je ne veux pas de révolution ». Et les élections ne servent plus à rien. Qu'est-ce qui reste pour changer les choses ? La sécession, c'est-à-dire la mise en autonomie. On s'organise entre nous, selon un ordre spontané que les libertariens adorent et qu'ils défendent. On organise entre nous une espèce de société parallèle pour échapper à la domination de la caste. C'est-à-dire que d'abord, psychiquement, on va revenir peut-être au contenu du livre, on se met en position d'échapper à la propagande quotidienne. Donc moi, je recommande, je suis désolé pour l'ami Tremblay, mais je recommande de ne plus... J'y viendrai. Je recommande de ne plus fréquenter les médias. Par hasard, hier, j'ai allumé ma télé, ça faisait une éternité que je n'avais pas aimé. J'ai regardé Pascal Praud. C'est même Pascal Praud, c'était quand même atterrant, si vous voulez. Donc, à part Ligne droite, je ne vois pas quelle émission peut encore être fréquentable aujourd'hui. Mais je propose d'autres méthodes. Le livre que j'ai écrit sur la sécession est un ouvrage pratique. C'est très pratique, en effet. On va y revenir. Ce n'est pas un ouvrage théorique. En revanche, il y en a un autre qui est moins pratique, c'est « Notre douleur n'effacera pas leur faute ». Oui. Alors, en fait, c'est un livre qui a été pour moi, donc il fait une 20aine de pages. C'est presque un livre poétique. C'est parfois ce qu'on appelle un coup de gueule, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un coup de gueule. C'est un ouvrage qui, pour moi, est un ouvrage d'outing, compliqué à faire, et qui fait une 15aine de pages et qui raconte la douleur avec laquelle moi j'ai traversé l'épisode Covid. Et je pense que ce qui manque aux gens qui se sont retrouvés tout à coup marginalisés parce qu'on leur a dit si tu n'as plus le droit de contester le vaccin, tu n'as plus le droit de... Sinon, tu es un complotiste et si tu n'es pas vacciné, tu ne vas plus au restaurant, etc. Je pense que beaucoup de gens ont vécu cette période comme un traumatisme et je pense qu'il est nécessaire que nous parlions entre nous de nos traumatismes, comme dans les groupes de parole. Je pense qu'il est nécessaire que la souffrance sorte et qu'elle soit exprimée. Donc moi, j'ai exprimé la mienne dans un format, un style qui délibérément n'est pas un style d'intellectuel. Et effectivement, j'y fais le lien entre le suicide de mon fils et le confinement. Mon fils s'est suicidé 3 mois avant le confinement. Et rétrospectivement, c'est au moment de l'affaire de l'hydroxychloroquine que je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qu'on n'avait pas vu. C'est que depuis plusieurs années, nous sommes travaillés au corps par une propagande qui est habilement faite sur la planète va disparaître, l'humanité est coupable de la disparition de la planète, tout va mal, nous sommes au bord du gouffre, nous allons tous mourir empoisonnés. On vit une propagande quotidienne. Et il est très probable que si on faisait une étude à froid sur l'évolution de sa propagande jusqu'à l'apparition du Covid, tout au long de l'année 2009, on s'apercevrait qu'il y a eu un travail de préparation qui était invisible pour les gens au caractère épouvantable et bien trempé comme le mien, mais qui, pour les personnalités fragiles comme celle de mon fils, qui était mon grand Max, qui était schizophrène, elle a eu un impact extrêmement fort de mise en angoisse. Et on voit, j'ai fait des articles dans le Courrier des stratèges sur ce sujet, il y a une stratégie d'insécurité collective, d'intranquillité collective qui est utilisée pour faire obéir les gens. Vous savez, c'est les travaux de la psychologie sociale. Je vais même citer, c'est un élu, un sénateur américain dont j'ai oublié le nom, qui a dit « Nous sommes fatigués de l'apocalypse permanente ». Et je pense que c'est tout à fait ce que... Et je crois que l'apocalypse permanente, c'est une stratégie. Et c'est là que peut-être les complotistes, je les appelle les résistants, n'ont pas compris. Parce que les résistants croient à une gouvernance loyale et donc se disent mais quand on annonce 6 mois à l'avance qu'il n'y aura plus de chauffage l'hiver, le gouvernement se met en risque. Pas du tout. Il plonge délibérément le groupe dans l'incertitude pour favoriser le processus d'obéissance. La même technique marketing a été utilisée sur le vaccin, sur le Covid, sur le vaccin. Elle est aujourd'hui utilisée sur le gaz et l'électricité. Et la leçon que nous devons retenir, c'est que nos démocraties sont extrêmement fragiles lorsque ces gouvernants utilisent la peur pour favoriser l'obéissance. Et ce livre que j'ai écrit, j'ai compris rétrospectivement que plusieurs mois à l'avance, on avait été travaillé par la peur.
et que l'épisode Covid a été préparé par des messages par subliminaux, des messages tweets, anxiogènes permanents. Greta Thunberg est, si vous voulez, l'icône de la peur et de l'angoisse, de l'incertitude collective. Voilà. Et tout ça est orchestré depuis des années. Je ne dis pas que le Covid a été anticipé ni planifié. Je dis que le Covid est intervenu dans un climat de peur anxiogène. On entend partout aujourd'hui qu'en 2030 va commencer une ère de glaciation. Et je fais des longs tunnels, je suis désolé, je ne laisserai pas. On entend de partout qu'en 2030 interviendra une ère de glaciation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une orchestration de la peur autour du réchauffement climatique. Jean-Louis Tremblay. Oui, alors il y a plusieurs choses. Oui. J'ai laissé longuement s'exprimer. Je suis notre désolé. ami, et c'est tout à fait normal, c'est lui l'invité, il est à l'honneur. Une remarque d'ordre général, puisqu'il aime bien utiliser cette expression de cartel de la presse subventionnée. Ce que Slobodan Despot, un autre de nos amis, appelle les médias de grand chemin, dont je ferai partie. Je ferai partie AIS. Ouais. Je tiens à dire que si c'était aussi simple, si c'était aussi manichéen, je ne serais pas ici en train de vous parler. Premier point. Donc, quand on le veut, un être humain a toujours une dose de volonté et de liberté. Quand on le veut, on peut exploiter ces minces espaces de liberté qui nous sont laissés par un système que vous avez bien décrit, politiquement et économiquement. Politiquement via les élections tronquées ou économiquement via le salariat, qui est, selon la formule de Michel Audiard, dans une réplique célèbre, qui est un mème sur les réseaux sociaux, c'est Bernard Blier qui répond à des employés dans une boucherie qui veulent une augmentation de salaire, et il a une réplique que j'invite tout le monde à suivre. On le retrouvera facilement sur Internet. Mais bref, il leur dit, écoutez, vous êtes inconséquents puisque vous êtes des salariés, donc le maillon le plus faible de l'échelle capitaliste. Donc vous n'avez rien à dire. Parce que si vous continuez, si vous faites grève, fini le PMU, fini les petites vacances, etc., etc. Bref, donc ça c'est une chose, ce qui est vrai. Donc je suis d'accord là-dessus. Il y a toujours un espace de liberté, vous le savez très bien, sans donner de titre. Dans les journaux, il n'y a pas une ligne éditoriale à 100%. C'est la banalité du mal en fait. On peut remettre ça sur la période de la collaboration. Tout le monde avait la moyen, une toute petite liberté pour et puis il y a toujours des formules, je dirais, intermédiaires qui permettent de slalomer, c'est-à-dire des tribunes libres ou autres, ou des appels, des pétitions, ou des interviews. Dans une interview, on peut aussi donner son avis. Ça, c'est le premier point. C'est pour pas, pour rétablir les choses. Sur le reste, je suis d'accord à 90% avec ce que dit Éric Verregue. Il est évident que les termes, je ne les utiliserai pas comme ça. Je dirais pas la caste ou l'agenda du chaos, etc. Ça fait un peu film de science-fiction pour moi et d'anticipation. Bon, même si on vit une dystopie, c'est vrai. Mais il est évident que cette succession de crises, organisées ou pas, participe de la même expérience psychologique. C'est-à-dire que la première fut sanitaire, et c'était le déclencheur. Pour certains, ça a été le révélateur, on a compris. La seconde est militaire, avec ce conflit russo-ukrainien. Actuellement, pour l'hiver prochain, Winter is coming, comme dans Game of Thrones, ça fait peur. C'est énergétique et se profile déjà une autre menace, et on note que c'est toujours crescendo, c'est toujours de plus en plus anxiogène, et ça c'est nécessairement organisé. Je reviendrai j'expliquerai pourquoi. Et donc cette prochaine serait éventuellement nucléaire, avec cette farce de la centrale de Zaporijia. Alors on reste sur ce suspense, on va dire, sur ce mystère, cher Jean-Louis Tremblay, puisqu'il est 9h pile et c'est l'heure de faire un point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées.
Vue de haut. Je rappelle qu'Éric Vérag est essayiste, journaliste, conférencier, fondateur du Courrier des Stratèges et fondateur de cette association Restez Libre, auteur de ces 2 livres dont nous parlons en ce moment, Sécession, manuel d'autodéfense contre la caste, aux éditions Culture et Racines, et Notre douleur n'effacera pas leur faute, aux éditions Culture et Racines, où Éric Vérag rend hommage aux victimes de la tyrannie sanitaire. Vous avez parlé de votre fils, mais les victimes de la tyrannie sanitaire sont malheureusement beaucoup plus nombreux. D'ailleurs, on peut tout de suite rappeler qu'il y avait des chiffres très très alarmants concernant les suicides des jeunes pendant cette période très malheureuse. Alors, Jean-Louis Tremblay, vous souhaitiez réagir immédiatement concernant l'actualité. Exactement. Ouais. D'abord, un point sur le suicide. Effectivement, c'est important. C'est très important. C'est pas seulement émouvant, mais c'est très important. Les jeunes ne furent pas ou ne sont pas les seuls concernés. Bien sûr. Parce que cette vague d'anxiété planifiée a touché toute la population et aussi les vieux. J'en parle en connaissance de cause. Mon père a fait une tentative de suicide en plein confinement. Bon, pourquoi ? Il sortait plus de chez lui. Il a tenté de sortir une fois. Il s'est fait contrôler à 1 km 200 de chez lui. Donc il était... un homme de 85 ans qui se fait arrêter par les gendarmes en province, c'est évidemment quelqu'un qui va stresser immédiatement. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est nous parlions de ce climat anxiogène qui est sinon orchestré, alimenté par les gouvernements et les médias, et effectivement qui va crescendo, sanitaire, militaire, énergétique et cryptonucléaire aujourd'hui avec la centrale. Voilà. Alors la centrale, c'est une affaire passionnante parce que là aujourd'hui, vous voyez bien que c'est avec le bactériologique, c'est la menace la plus angoissante qui existe. Évidemment. Et on en parle depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et ça monte en puissance. Or, il y a une question très simple à se poser. Cette centrale, on nous dit, elle est occupée par l'armée russe. Bien, très bien. Donc, l'armée russe a pris le contrôle de la centrale, et notamment pour alimenter en électricité la péninsule de Crimée. Très bien. Mais dans le même temps, on nous dit, attention, parce qu'il y a des bombardements réguliers sur cette centrale nucléaire. Mais on ne sait pas. Et à chaque fois, non, la formule est mieux que de dire on ne sait pas. Bombardement dont les 2 belligérants se rejettent la responsabilité. Oui. Alors là, moi, je ne comprends pas. Parce que, bon, je ne suis pas un polémologue, mais j'ai fait de l'histoire. Et en histoire, je n'ai jamais vu une garnison s'auto-bombarder. Une forteresse s'auto-bombarder. Ou demander à son artillerie de tirer dessus. Donc, de 2 choses l'une. Soit les Russes sont idiots et ils se tirent dessus avec leurs propres canons, leurs propres missiles, ou soit ces tirs proviennent de la partie adverse. Oui, c'est un peu complexe. Voilà, il y a ce premier point. En tout cas, ce qui vient pour revenir au sujet... Mais alors, je me permets, puisqu'on fait des digressions tous, c'est un sujet absolument majeur, central, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, dont on reparlera demain en table ronde, cette question de la centrale nucléaire de Zaporijia. Voilà, alors... on a fermé la parenthèse sur la centrale nucléaire, mais sur cette apocalypse sur l'apocalypse, alors effectivement, tout à fait d'accord. En fait, c'est le choix qui est... C'est pas un choix, puisqu'il est imposé, donc on ne demande pas de le faire. Mais aux citoyens, c'est... Voilà, qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez quoi ? La sûreté ou la liberté ? À une écrasante majorité, à l'exception faite des résistants dont vous parliez, que d'autres taxent de complotisme, les gens acceptent. Ils acceptent et en face, l'État ou le gouvernement ou les organismes internationaux, évidemment, adoptent des normes et des règles toujours de plus en plus liberticides. C'est ça l'idée qu'il faut reconnaître. Et c'est pour ça que c'est à ce moment-là qu'il faut se dire, parce qu'on ne revient jamais sur une liberté qui a été abolie. C'est jamais. Cliquet. Ça, c'est une règle de base. Et par conséquent, peut-être y a-t-il nécessité dans ce cas-là de la sécession. Mais se pose bien des questions, c'est comment la faire. Et c'est peut-être là que Éric Vérag va nous expliquer, parce qu'il y a des aspects pratiques. Alors c'est le problème de la sécession, c'est que, je précise d'abord, il ne s'agit pas de dire qu'on va s'emparer d'un territoire où on va créer un État à part. Même si vous citez les parallèles historiques avec Rome, la Rome antique. Et la fameuse histoire de l'Aventin, où le peuple s'est retiré pour faire fléchir la caste de l'époque. Je parle ici d'une sécession que j'allais dire hors les murs, pour reprendre une expression à la mode. Et je voudrais d'abord dire qu'il s'agit
d'un exercice collectif. Et je le montre à plusieurs reprises, notamment si par exemple on veut faire une sécession scolaire, c'est-à-dire soustraire ses enfants à l'espèce de carcan idéologique qu'impose l'éducation nationale aujourd'hui, il faut se mettre à plusieurs, ne serait-ce que parce que la loi interdit l'école à domicile, etc. Donc il faut que les gens de bonne volonté, il faut que les résistants se regroupent. Je reviens sur ce que dit l'ami Tremblay. Je pense que dans l'obéissance, je pense que d'abord vous sous-estimez le nombre de résistants dans ce pays. Certains vivent dans la clandestinité. Je pense notamment à beaucoup de catholiques traditionnalistes qui ont organisé une société parallèle sans le dire. Je pense aussi aux jeunes musulmans des banlieues qui très souvent se sont organisés en dehors de l'État. C'est la fameuse histoire des territoires de la République, territoires perdus de la République. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de communautés de sécession qu'on ne pense. J'ajoute d'ailleurs que l'épisode Covid qui nous impose la sécession a favorisé, de mon point de vue, l'intégration de beaucoup de jeunes issus de banlieues. Si vous voulez, un jour on y reviendra. Il y a 50 nuances dans l'obéissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chevillés au corps dans la folie et dans l'aveuglement macroniste, si j'ose dire, et qui vous expliquent que si on pouvait tous marcher avec des combinaisons de cosmonautes dans les rues, ce serait encore mieux. On en voit encore. On en voit encore seuls dans leur voiture et masqués. J'aime beaucoup ça. Il y a des intégristes de l'obéissance. Hein. Et puis vous avez, en bout de course, ceux qui ont refusé, mais entre les deux, vous avez comme toute une communauté, et notamment plusieurs centaines de milliers de soignants qui, jusqu'au 15 septembre, ou en tout cas au 13-14 septembre, n'étaient pas vaccinés, qui l'ont fait de mauvais gré. Si vous voulez. C'est-à-dire que lorsque Macron parle le 12 juillet pour annoncer le pass vaccinal et l'obligation vaccinale chez les soignants, il n'y a que, de mémoire, 40% de soignants vaccinés. C'est-à-dire qu'il y a, sur 3 millions de soignants en France, il y avait au moins 1,5 million de soignants qui n'avaient pas voulu se faire vacciner et qui l'ont fait sous la contrainte. Et pour cause, parce qu'ils savaient les risques auxquels ils s'exposaient, qui ont d'ailleurs été dénoncés officiellement dès le mois de mars dans les hôpitaux. Donc, si vous voulez, dans cette affaire, il y a plusieurs nuances. Moi, je suis moins désespéré que vous. Il y a plusieurs nuances dans l'obéissance et je constate quand même que beaucoup de gens traînent vraiment des pieds. Je sais de sources sûres que des gens ont fait de fausses vaccinations, que des gens ont eu des certificats de complaisance. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette résistance de l'ombre. Mais ces gens-là doivent s'organiser. Nous devons nous organiser et nous ne devons plus compter sur l'État, sur les institutions, sur ce qu'on appelle en italien i vertici, ceux du dessus, pour nous organiser. Il faut que nous nous organisions entre nous, comme les ouvriers du 19e siècle, organiser leur mutuelle pour s'assurer contre les risques du travail, sans demander l'intervention des patrons ni de quoi que ce soit. Je voudrais juste faire une précision, Éric Vérac. Pourquoi il faut s'organiser maintenant ? Pourquoi ce livre est vraiment fondamental maintenant ? Vous le dites, en 8 jours, une ville peut tourner au chaos si elle n'a pas d'apport. Il faut en effet expliquer que, comme nous vivons dans la doctrine du flux tendu depuis 30 ans, il n'y a plus de stock nulle part. C'est l'affaire du gaz où on se bat pour essayer de remplir nos zones de stockage à 100% avant l'hiver. Donc, il faut savoir qu'une ville comme Paris a devant elle 4 jours de nourriture. Donc, s'il y avait un blocage de Paris pendant 5 jours, les gens meurent de faim. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Kiev lorsque la Russie a attaqué l'Ukraine et a, d'une façon ou d'une autre, bloqué le système. Il a fallu 48 heures pour qu'il y ait les premières scènes de pillage dans Kiev, qui est une capitale moderne. Je suis allé, j'ai fait des missions à Kiev, c'est une grande ville moderne. Donc, on dit qu'il faut 8 jours de pénurie, 8 jours sans nourriture, pour que les premières scènes cannibales arrivent dans les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une semaine, Paris peut tout à fait devenir une ville livrée aux gangsters, à la pègre, etc. Donc ce jour-là, il faut être capable de s'organiser, de pouvoir communiquer avec ses proches, de pouvoir, d'une façon ou d'une autre, réagir sans dépendre, sans appeler de ses voeux une dictature qui mettrait nos libertés définitivement se nourrir hors et se défendre, parce que si vous se pouvez nourrir vous nourrir, et se défendre. d'autres vont vouloir chercher... Donc là aussi, j'ai pas parlé des armes, parce que le livre est assez contestataire et suffisamment, je n'en rajoute pas. Mais, oui, parce que là, vous aurez peut-être passé quelques jours de plus en garde à vue. Je m'y attends. De fait, si vous voulez, il existe une série d'armes qui peuvent
être dissuasives et qui sont tout à fait légales. Je conseille aux Français de se renseigner sur ce sujet parce que ça peut toujours être utile. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ce qui est sûr, c'est que les grandes villes ont plein d'avantages en phase de prospérité et beaucoup plus d'inconvénients en phase de crise. Et je recommande dans ce livre, je donne des conseils sur comment s'acheter, comment trouver une maison à la campagne. Un petit peu dans le concret là. Oui, alors si vous voulez, mais pas tout révéler mais je produis régulièrement des articles sur ce sujet pour les abonnés. Mais c'est vrai que l'enjeu, c'est aujourd'hui de réaliser son exode urbain, c'est-à-dire qu'autant à une époque, il fallait quitter la campagne pour survivre, autant je conseille aux gens de quitter les grandes métropoles parce qu'elles peuvent devenir des lieux très malfamés très vite. Si on a seulement une résidence secondaire, par exemple, la résidence secondaire, c'est bien. La question, c'est où est-ce qu'elle est. Donc aujourd'hui, vous avez, je m'adresse à ceux qui en ont déjà une, le mieux est quand même d'être dans une ville, moi je recommande une ville plutôt moyenne, voire petite ville proche de la campagne, où on peut se ravitailler assez rapidement. Pourquoi je dis ça ? Parce que le mythe de l'autarcie ne peut pas fonctionner. Donc du survivalisme pur. Ouais. Vous allez recevoir, je crois, Piero San Giorgio prochainement. Piero, lui-même, qui est un garçon que j'adore, il a une espèce de petite communauté en Suisse qui permet de faire face. Donc l'autonomie pure est un peu un rêve. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécession, elle ne peut être réalisée qu'en groupe, parce qu'une seule personne ne peut pas monopoliser elle seule, être capable à toute seule. On a besoin des différentes capacités de chacun, le médecin, le bricoleur. Donc il faut préparer les communautés de sécession, c'est-à-dire qu'il faut se connaître entre soi, profiter de la phase où nous sommes pour tisser des liens de confiance avec nos voisins, les gens qui partagent nos idées. Je donne quelques trucs accessoirement pour identifier les infiltrés, parce que les services adorent infiltrer, surveiller ce qui se passe, tamponner comme ils disent. Et il faut s'organiser pour avoir des relations de confiance avec des gens et savoir comment on communiquera avec eux si, par exemple, il y avait une coupure d'électricité. Parce qu'aujourd'hui, le scénario incroyable, il y a encore un an, c'est qu'on est en train de nous dire il y aura peut-être des moments où il n'y aura plus d'électricité en France. Donc, comment on fait pour communiquer si aujourd'hui, on est absolument dépendant de son téléphone portable, qu'on ne peut plus le recharger ? C'est ça qui nous menace. Je suis très intriguée par les pigeons voyageurs. Alors, en réalité, beaucoup de gens recommandent l'utilisation de talkie-walkie à longue portée et éventuellement de radio Solaris, Solaris propose ça, c'est une très bonne idée, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui se doter d'équipements qui permettent de communiquer sans dépendre du téléphone, sans dépendre de tous les outils rechargeables à l'électricité immédiatement. Et notamment bien penser à acheter des piles en avance et d'avoir des stocks de piles. Bon, tout ça ne s'improvise pas, tout ça sera toujours imparfait. Évidemment, il y aura des ratés. Simplement, il faut que les gens se mettent dans la position où éventuellement, il peut y avoir une explosion nucléaire. On voit bien que là aussi, on n'est pas à l'abri. Et il faut que les gens se disent, on nous ordonne de nous terrer pendant 3 jours, il y a des coupures électriques, comment on fait pour survivre pendant 3 jours ? Et on voit bien que pour le pouvoir, une situation de ce genre est une situation rêvée, parce que c'est évidemment l'occasion d'instaurer une dictature, d'en finir avec ce qu'on appelle la fragmentation de l'opinion, l'archipélisation, et de dire maintenant tout le monde rentre dans le rang. Elle risque tout de même, avec plus elle va aller loin, j'imagine, plus des yeux vont s'ouvrir, non ? Alors, elle n'a pas l'air d'avoir pensé à ce scénario. Écoutez, j'ai le souvenir, je pense que nous vivons une période de pré-fascisme, de fascisme ordinaire, de fascisme gris. Moi, j'appelle ça le fascisme gris. C'est-à-dire une période où finalement, les gens sont d'accord pour ne pas voir ce qui se passe. Et j'ai regardé le journal de TF1. On revient à Anna. Le journal de TF1 à 20h. Il n'y a eu aucun sujet politique traité. Alors, on a parlé comment économiser énergie, comment n'achetez pas de compléments alimentaires, comment vous pouvez faire des actes de la vie quotidienne. Il n'y a eu aucun sujet politique au journal de TF1 hier. Aucun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde se dit on va regarder le bout de nos chaussures, ça a l'air de chauffer de l'autre côté de la frontière, surtout ne nous retournons pas. Vous voyez bien qu'il y a un phénomène d'acceptation volontaire. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne à partir de 1933. En 1944, les villes allemandes étaient bombardées, pilonnées, et les Allemands ne se sont pas soulevés contre Hitler. Ça pose une vraie question. Je pense que nous vivons un phénomène qui annonce la reproduction de cette soumission à une autorité totalitaire. Alors si on revient sur ces éléments concrets, là, les gens qui nous écoutent sont peut-être un petit peu angoissés. En même temps, vous le dites bien dans votre livre, la situation, ma description est
angoissante, ça c'est clair, mais qui n'est pas de votre fait. En revanche, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce que je vous annonce, c'est qu'il y a une porte de sortie finalement, et une porte de sortie qui est peut-être même libératrice. Vous parlez de libération. C'est-à-dire que chaque individu est libre, c'est ce que nous sommes tous libres. Simplement, comme toujours, la liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, on ne sera pas libre en pratiquant les 35 heures, et on ne sera pas libre en pleurnichant sur notre sort. Être libre, c'est un métier de combattant. C'est d'ailleurs pour ça qu'à une époque, dans la société, il y avait des paysans et des soldats, c'est que tout le monde ne pouvait pas faire la guerre. Mais être libre, c'est toujours un choix, et c'est un choix de dignité. Et je pense que beaucoup de vos auditeurs comprennent très bien ce que je veux dire. C'est que l'homme doit se tenir debout. Être libre, on ne le fait pas on ne devient pas libre en restant assis dans son fauteuil. Donc vous l'avez dit, d'ailleurs c'est intéressant, hein, vous parliez des bougies et des piles. Il se trouve que c'est une note du ministère suisse qui avait donné cette information déjà avant l'été. Attention, on arrive dans des périodes difficiles, demandant à ses citoyens de faire des stocks de bougies, de piles et je ne sais plus trop quoi d'autre. Mais voilà, parce que les Suisses sont concret, un peuple de bois aussi. Oui. Les Suisses sont un peuple extrêmement libéral, extrêmement individualiste au bon sens du terme. On a flétri le mot individualisme. En réalité, l'individu, c'est la base de la société, la base de la liberté. Et les Suisses ont une culture qui est encore fondée sur la résistance individuelle. C'est d'ailleurs pour ça que leur armée est encore une armée de conscrits et que les jeunes Suisses sont appelés chaque année à faire quelques jours de service militaire et que tous les Suisses sont armés. Chaque Suisse a une arme chez lui pour empêcher une invasion. Les États-Unis, on dit beaucoup de mal des États-Unis qui s'arment, mais pourquoi il est difficile de faire un coup d'État aux États-Unis ? Parce que les Américains sont majoritairement armés et que donc les forces de l'État n'ont pas le monopole de la résistance. Alors, je voudrais qu'on revienne sur nos éléments concrets. Vous parlez de sécession politique, ça on a un peu compris. Donc, couper les écoutilles, en fait, c'est ça, et se réinformer pour utiliser un terme. Il faut couper la matrice. Oui, couper la matrice, c'est ce que vous dites. Sécession culturelle, sécession fiscale, ça c'est intéressant. Ça, vous allez encore m'envoyer en garde à vue. Je crois qu'il faut que les gens changent leur rapport à l'impôt. Moi, j'entends plein de gens me dire « je suis très heureux de payer des impôts ». Je crois qu'il faut... Aujourd'hui, on voit bien que le système fonctionne sur une dépendance financière totale des Français vis-à-vis de l'État. Très peu de gens peuvent épargner et beaucoup de gens sont dépendants des allocations, etc., qui sont financées par l'impôt. Il faut se redonner des marges de manœuvre et donc il faut repenser notre rapport à l'impôt, sachant que ce qui nous a opprimés pendant 2 ans, ce sont des actions financées par l'impôt. Donc il faut commencer à réfléchir à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Tout ça est légal, je ne propose absolument pas de frauder le fisc. En revanche, je propose d'utiliser les mécanismes légaux pour diminuer notre participation au financement de quelque chose la dictature. Pour lequel nous ne sommes pas d'accord. La sécession sociale, ça veut dire que c'est le sujet de la sécurité sociale. Aujourd'hui, on a bien compris, je pense que tous les Français ont compris, lorsqu'ils ont reçu des messages d'Amélie, de l'assurance maladie, qui leur disaient vaccin, blablabla. Oui, ou alors vous êtes qu'à contact, merci d'aller vous faire... Maintenant, vous restez chez vous. Tout le monde a compris que la sécurité sociale était l'outil privilégié de la domination. Que sous couvert de nous protéger, elle nous surveille de notre naissance à notre mort. La question, c'est comment on en sort. Donc, je donne quelques conseils pour arriver à sortir légalement de la sécurité sociale. Vous savez qu'une loi pénalise et peut vous envoyer en prison si vous appelez à ne pas payer vos cotisations de sécurité sociale. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dire ne payez plus la Sécu peut vous envoyer en prison. Donc je ne dis pas ne payer, je dis payez la Sécu, mais payez le moins possible et organisez-vous. D'accord. Et donc vous parliez tout à l'heure de sécession scolaire, mais allons jusqu'à la désobéissance civile. Ça veut dire quoi la désobéissance civile ? C'est-à-dire que je pense que la sécession, c'est un outil qui nous prépare à la libération. Mais tôt ou tard, il y aura des mesures. Je pense que le pouvoir, la caste est prise dans une nasse, dans une seringue, et qu'elle n'en sortira que dans une fuite en avant autoritaire. Et donc, tôt ou tard, nous devrons être prêts à dire non, pas seulement à nous soustraire à ces décisions, mais nous devrons pacifiquement refuser de les appliquer. Et ça, c'est un sujet compliqué. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut une base sociale pour pouvoir faire une désobéissance civile efficace. Oui. Et cette base sociale, elle repose sur des rapports, des relations de solidarité
entre les résistants. C'est peut-être la priorité, en fait. La priorité, c'est de tisser les relations de solidarité. De confiance. Je signale d'ailleurs que Restez Libre fait son premier banquet de la sécession dimanche à Pantin, et que notre objectif est de créer une base de gens qui sont capables d'avoir des relations solidaires, c'est-à-dire sans intervention de l'État. Aujourd'hui, on explique que la solidarité, c'est l'État. Non, l'intervention de l'État est le contraire de la solidarité entre les gens. La solidarité, c'est quand les gens se tiennent les coudes sans qu'il y ait un chef pour le leur dire. Oui, c'est s'occuper de l'autre sans penser que, comme on a payé l'impôt... sans obligation. Il recevra... Jean-Louis Tremblay. Oui, moi ce que je constate, c'est que la désobéissance civile, elle existe déjà. Elle s'est manifestée à l'occasion de la crise du Covid, en France, mais pas seulement. C'est-à-dire que les gens ont découvert qu'ils n'étaient pas seuls à penser ce qu'ils pensaient. C'est-à-dire à dire c'est absurde. Et c'est non seulement c'est absurde, mais c'est criminel. Donc ils se sont retrouvés. Et alors là, c'est le paradoxe de la société numérique, c'est-à-dire que d'une part, elle peut être source de privation de liberté par le traçage, flicage et autres, mais aussi de libération, c'est-à-dire en organisant des contre-communautés. Vous le voyez très bien, les réseaux sociaux aujourd'hui, certains comptes, etc., etc. Donc ce mouvement de désobéissance civile, il est possible. J'ajoute que il est actuellement en train de monter très très fort en Angleterre, en Grande-Bretagne. Le Don't Pay. Voilà, le mouvement Don't Pay, qui appelle à ne plus honorer ses factures énergétiques, puisqu'elles ont été multipliées par 2, parce que le gouvernement conservateur va lever le bouclier énergétique, ce qui fait que les prix ne seront plus encadrés comme actuellement en France. Alors on nous dit, Bruno Le Maire nous dit, qu'on va le maintenir, ce bouclier énergétique, et que les ménages ne seront pas impactés. Mais à chaque fois, faux. De toute façon, pendant la crise sanitaire, on a dit le masque ne sert à rien, puis il sert à rien. Donc, de toute façon, toutes ces promesses n'engagent que ceux qui les font. Voilà. Et ceux qui y croient, hélas, qui sont les dindons de la farce. Mais voilà, la désobéissance civile s'organise dans quelques pays d'Europe, donc la Grande-Bretagne. Il y a eu aussi le mouvement, la révolte dite des tracteurs, les gilets verts aux Pays-Bas. C'est-à-dire, ça c'est un autre volet, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, vous l'abordez, vous dites toute l'incohérence de l'écologie punitive, qui nous dit d'un côté, au nom des droits de l'homme, de la défense de la démocratie, eh bien, on va punir Moscou, évidemment, en représailles, Moscou nous punit, on n'a plus de gaz, donc plus d'électricité. Pour avoir de l'électricité, qu'est-ce qu'on fait ? On rouvre les centrales à charbon. Voilà, donc la boucle est bouclée. Oui. Donc la fameuse transition, où c'est l'État de Californie qui est le plus avancé en matière de transition électrique, c'est la patrie de Tesla, mais surtout le gouvernement, l'État de Californie veut interdire les voitures thermiques, mais en même temps dit aux gens actuellement, parce qu'à cause de la sécheresse, tout le réseau est impacté, et par conséquent dit aux gens, entre 16h et 21h, vous ne rechargez pas vos batteries, donc vos voitures. Bon, sans voiture, dans un état comme la Californie, vous n'allez pas très loin dans la vallée de la mort. Oui, surtout que la Tesla... Même avec une voiture électrique. Parlons-en, on a, il y a peu de temps, il y a encore une information est tombée sur le fait que tout était surveillé, encore une fois, à pucer dans la Tesla, ce qui est quand même assez logique. Mais d'ailleurs, c'est un point important, Éric Verhaeghe, la surveillance. C'est-à-dire que comment on fait pour entrer en sécession quand on est en surveillance constante ? Je rappelle qu'aujourd'hui, tous les compteurs Linky, d'ailleurs, sont prêts aujourd'hui à couper votre débit si vous êtes un mauvais élève. Les compteurs Linky sont des espions chez vous. Le téléphone est un espion chez vous. Comment ça aussi, ça fait partie du travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut se libérer de tout ça. Alors, dès maintenant, il faut être entre les deux. Il faut apprendre à s'en servir. C'est-à-dire que il faut rompre avec l'idée que tout ça c'est de la science-fiction et de la paranoïa. En réalité, il est très facile de nous surveiller. J'ai notamment rappelé que l'agence Viginum aujourd'hui collecte systématiquement toutes les données sur Facebook, sur Twitter, toutes les données personnelles, et les traite en intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, la surveillance de Monsieur Tout-le-Monde est non seulement légale, mais active et mise en œuvre en permanence. Maintenant, de plus en plus d'applications sur vos téléphones demandent, on ne lit jamais évidemment les conditions d'acceptation, mais en fait, elles demandent à avoir accès à votre carnet de contact et à vos carnets de photos, etc. Il faut toujours dire non. Enfin, sauf si c'est une application comme Zoom qui vous fait parler. Mais bien entendu qu'il faut savoir ce qu'on met sur ces téléphones, il faut savoir ce qu'on numérise ou pas.
Donc moi, le conseil que je donne, c'est qu'évidemment, il n'est pas réaliste de faire la miche, si vous voulez, de ne plus vivre avec son téléphone portable. Hein. Vous voyez, je ne suis pas anti-macroniste primaire. Mais en revanche, il y a des choses qu'il n'est pas bon de mettre sur les réseaux sociaux. Et il y a des choses qu'il n'est pas bon d'écrire sur les réseaux sociaux, surtout sur certains réseaux, sur ceux qui sont espionnés. Si vous faites un message privé sur Facebook, il faut savoir qu'il va être automatiquement analysé par les services dont c'est le métier. Donc le conseil que je donne, c'est d'avoir plusieurs vies, pas une double vie. Je conseille à tout le monde d'avoir plusieurs vies. Une vie en chair et en os où l'essentiel de ce qui se dit passe par la parole, en prenant soin de mettre son téléphone le plus loin possible, voilà, et d'avoir plusieurs vies sur Internet avec plusieurs profils, et de s'organiser pour rendre le plus compliqué possible le travail de synthèse de votre personnalité. Ah oui. D'accord, parce qu'il y a aussi vous pensez plus qu'un travail de suivre votre emploi du temps, c'est la personnalité qui est c'est-à-dire que la question c'est, est-ce que dans une même conversation sur un même réseau social, vous dites tout lorsque c'est un peu délicat? Votre intérêt est de multiplier les réseaux sociaux, de commencer une conversation sur un réseau et de la diviser entre plusieurs réseaux. Alors, je voudrais juste qu'on revienne aussi sur votre guide. Voilà, on va l'appeler comme ça. Notre douleur n'effacera pas leur faute. On a parlé de notre douleur, de votre douleur, Éric Verhaeghe. Est-ce que, mais c'était pas le seul message que vous livriez dans ce livre? Non, alors ce livre, si vous voulez, c'est ma synthèse personnelle. Ce qui m'a semblé important à dire, je pense que tous les résistants ont une question. C'est comment se fait-il que mon voisin, mon cousin, mon oncle, ma tante soient aussi aveuglés, hein, et soient aussi incapables de constater des évidences, à savoir qu'ils se sont trompés. Et ce que ce livre évoque la difficulté que nous avons face à cet aveuglement de nos voisins, il parle de sujets que je crois fondamentaux, c'est celui de la responsabilité de la caste. C'est pour ça que notre douleur n'effacera pas leur faute. Il me paraît important de dire deux choses, de verbaliser, formaliser la douleur telle que nous l'avons vécue, et surtout dire que j'entends trop de gens dire « non mais maintenant c'est passé, on oublie, on passe à autre chose ». Je pense qu'il faut punir les coupables. Je pense qu'il faut un Nuremberg contre les coupables. Je pense qu'il faut que les fonctionnaires, notamment moyens, qui ont participé à des choses abominables, notamment dans les hôpitaux, ceux qui ont maltraité les non-vaccinés et autres, ceux qui ont maltraité les petits vieux qui étaient malades et qu'on a passé au Rivotril, je pense que ces gens-là doivent être traduits en justice, et je pense qu'il faut, sans haine, mais sans mollesse, épurer nos services publics, surtout nos services publics, pour que nous soyons sûrs que toute la fonction publique adhère bien aux valeurs de la République. Et ce n'est pas ce que j'ai vu pendant 2 ans. J'ai vu beaucoup de gens qui trahissaient l'intérêt général pour obéir à une propagande contraire à leur doctrine. On a un sujet, des sujets majeurs. Pourquoi le président du Conseil constitutionnel a-t-il validé, sans un mot, toutes les mesures liberticides, toutes les violations de l'état de droit? Pourquoi le Conseil d'État a-t-il utilisé des prétextes farfelus pour débouter tous ceux qui demandaient l'application des principes fondamentaux que le Conseil d'État lui-même a édictés à partir de 1944 pour que l'épisode de Vichy ne se reproduise plus jamais? Je ne comprends pas que des conseillers d'État soient revenus sur les jurisprudences de 1944 qui précisément visait à empêcher la violation de l'état de droit. Et pourquoi, par exemple, on n'a pas pu avoir de commission d'enquête, pourtant tant demandé, d'enquête parlementaire sur les effets indésirables des vaccins, mais seulement un office? Enfin, c'est pas du tout les mêmes droits qu'une commission d'enquête. Sachant qu'on n'est pas encore au bout de l'histoire du rapport de cet office, le rapport est encourageant, on peut penser qu'il a été caviardé, qu'il y a eu de nombreuses il va dans pressions. Le bon sens, mais il est très... Il va dans le bon sens, mais il est embryonnaire. Mesuré. Il est très en décalage par rapport au rapport que le Sénat avait fait en 2011 sur la première tentative d'épidémie de H1N1. Tout à fait. L'histoire, fait un jour, après coup, l'expliquera. Et donc, je pense qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les gens qui ont fait qui étaient au pouvoir pendant l'épisode Covid se tiennent tellement les coudes et se protègent tellement les uns les autres que nous n'obtiendrons rien avec eux. Il faudra... Donc votre idée, finalement, quand on vous comprend et quand on vous lit, votre idée, c'est aujourd'hui sécession pour se protéger, finalement, et demain, ne pas oublier la faute. Nous sommes d'accord. Je pense qu'il faut que la démocratie
se revigore. Eh bien, Éric Vérac, je recite ces deux titres, ces deux livres, Éric Vérac, Sécession, manuel d'autodéfense contre la casse, édition Culture et Racines, et Notre douleur n'effacera pas leur faute, toujours chez Culture et Racines. Je rappelle, puisque j'ai vu cet éditeur de Culture et Racines hier, que vous ne pouvez plus précommander ce livre, puisque vous avez été victime de votre succès, Éric Vérac. Donc, chers amis, je vous appelle à patienter à peu près une semaine, c'est bien cela, Éric? Oui, alors il m'a dit les dates, mais c'était c'est une bonne semaine. Patientez. Vous manquiez peut-être encore un peu de sommeil. Voilà, patientez pour lire ce livre, à mon avis, fondamental et qui propose des solutions absolument concrètes face à ce qui nous arrive vraiment aujourd'hui. Ce n'est plus de la science-fiction, là. Merci beaucoup, Éric Vérac. C'est moi qui vous remercie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.